Alors, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir en termes de densité. Donc, bienvenue au podcast Connexion primordiale en balade avec Paul. On est en octobre 2025, mais vous pouvez m'écouter à n'importe quel autre moment. J'ai un beau soleil là, en pleine face, un beau soleil d'automne, qui m'éblouit, qui me réchauffe bien. C'est très agréable. Donc, c'est de réfléchir en termes de densité. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, c'est avoir cette première réflexion dans un énorme bouquin. C'est un des plus gros bouquins que j'ai. Un bouquin d'anatomie, physiologie, et puis en anglais. C'est souvent plus pédagogique en anglais. Ils sont très pédagogues, et nous, on est tellement élitistes que c'est compliqué de lire les livres d'anatomie, physiologie. Alors, bien que je sois francophone et pas anglophone, je trouve plus facile de lire en anglais des livres d'anatomie, physiologie, neurologie, que de lire en français, où c'est souvent prise de tête. Donc voilà. Au moins, quelque chose qu'on peut pas retirer aux anglophones, c'est leur très haut niveau de pédagogie, de vouloir rendre accessible au plus grand nombre les choses, alors que nous, on veut d'abord être élitiste. Si tu veux comprendre ton truc, tu dois en baver. Voilà, bref. Et donc, dans ce bouquin, il y a la densité, par exemple, de propriocepteurs par muscle corporel. Donc, de voir quels sont les muscles du corps où il y a le plus de densité, où il y a le plus de propriocepteurs. Et donc, évidemment, ça veut dire quels sont les muscles du corps qui sont les plus sensibles à la perception du mouvement. Donc, on pourrait dire, allez, devinez, etc., etc. Donc, c'est intéressant de voir ça, de voir certains muscles, des bras, des jambes, où il y a très peu de propriocepteurs, donc très peu de perception interne de ce muscle, du mouvement. On en a d'autres, c'est la surprise, le diaphragme, il y en a, je crois, pas du tout. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à percevoir notre diaphragme qui s'abaisse et qui remonte. Alors, on peut quand même le sentir via ce qu'il y a autour, parce qu'autour, il y a des choses où il y a de la proprioception, et des fois, on arrive à ressentir un peu le mouvement du diaphragme via ce qu'il y a autour. Donc, par exemple, en apnée, si vous bloquez votre respiration, au bout d'un certain temps, 1 minute ou 2 minutes, vous allez avoir ce que les apnéistes appellent une contraction diaphragmatique. Et en fait, c'est faux. Ce n'est pas une contraction du diaphragme qui se passe. C'est les intercostaux qui cherchent à s'ouvrir pour respirer. Et comme c'est accroché tout ça au diaphragme, ça va tirer le diaphragme en lui-même. Donc en vrai, ce n'est pas une contraction du diaphragme, c'est une contraction des intercostaux, mais qui vont tirer sur le diaphragme et nous donner cette impression-là. Donc via les intercostaux, on va arriver à ressentir le diaphragme, en quelque sorte. Alors donc ça va être intéressant de savoir que là où il y a le plus de propriocepteurs, c'est dans les muscles sous-occipitaux, donc à l'arrière, dans le cou, dans la nuque, à l'arrière, juste sous le crâne. C'est là où c'est le plus énervé en propriocepteurs. C'est ce qui fait que les micro-mouvements même des yeux pour regarder d'un côté ou de l'autre va créer quelques, même pas de degrés, des dixièmes de degrés de déplacement, et ces muscles vont ressentir ce déplacement. D'ailleurs, si on met les mains à l'arrière du crâne et qu'on bouge les yeux, si vous placez vos doigts à l'arrière du crâne, juste sous l'occiput, donc en haut de la nuque, et que vous bougez vos yeux dans différentes directions, vous allez sentir, je vais surveiller l'heure, j'ai mon entraînement systéma tout à l'heure, mais ça va. Vous allez sentir, quand on bouge les yeux, ça bouge là, sous la nuque. On dit, ah, les muscles des yeux sont à la nuque. Ah non, c'est que les muscles sous-occipitaux se contractent pour stabiliser le mouvement attendu de la tête qui va se déplacer parce que vous regardez dans telle ou telle direction. Et donc ces petits muscles, dès qu'il y a une minuscule contraction, le cerveau est informé et donc peut, à ce moment-là, organiser toute la posture pour, en fonction de ce que je regarde, de ce que je fais, etc. Donc c'est hyper intéressant de connaître cette notion de densité, dans le cas présent, de propriocepteurs. Eh bien, ce qui nous intéresse beaucoup en intégration motrice primordiale, ce sont les fameux réflexes. Donc on pourrait se dire, on pourrait faire une question en parallèle, dans quelle partie du corps il y a le plus de densité de réflexes? Où est-ce qu'il y a le plus de réflexes actifs dans le développement du bébé? Donc on peut compter comme ça. Par exemple, si je compte de bas en haut, en gros, je fais ça de tête comme ça, sans avoir véritablement étudié le truc sur le papier. Et si je regarde au niveau des pieds, par exemple,
je vais avoir le réflexe d'agrippement plantaire, ça fait 1, le réflexe de Babinski, ça fait 2, le réflexe d'allongement croisé, ça fait 3, le réflexe de protection, ça fait 4. Là déjà j'ai 4 réflexes, 3 réflexes archaïques et un réflexe de vie, réflexe de protection. Ça c'est intéressant de dire, tiens, il y a une densité de 4. J'ai dit l'allongement croisé, il peut y avoir aussi le réflexe de redressement statique. Je ne sais pas si je l'ai dit, voilà, donc ça ferait un de plus. Aussi, on remonte au niveau des jambes, au niveau du dos, au niveau du bassin. On peut trouver un certain nombre de réflexes. Alors évidemment, au niveau des jambes, on pourrait redonner l'allongement croisé. Mais il ne va pas y avoir grand-chose de plus. On va avoir peut-être la marche automatique de Thomas. On va avoir, et ça démarre au niveau du pied aussi. Donc ça pourrait être un réflexe du pied qui est le réflexe de reptation. On pourrait dire que c'est un réflexe du pied, c'est un réflexe de la jambe. On peut avoir au niveau du bassin un réflexe de vie qui est majeur, qui est le réflexe amphibien, et un petit peu le réflexe de retournement segmentaire. Donc ça ferait 2. Au niveau du dos, on va tout de suite avoir réflexe de redressement statique, ça fait 1. Réflexe de Pérez, spinale de Pérez et spinale de Galant, ça fait 3 au niveau du dos. On s'attendrait à ce qu'il y en ait plus, mais évidemment, il faut rajouter le réflexe tonique labyrinthique, en flexion et en extension. Donc ça fait 3, 4, 5. Au niveau des mains, on va avoir réflexe d'agrippement de la main, réflexe d'ouverture de la main qui est le réflexe de parachute. On va aussi avoir le réflexe de traction des mains. On va avoir le paume-bouche de Babkin. Donc là, c'est intéressant de savoir ça. Donc au niveau du cou, là, on en a pas mal. On est au niveau du réflexe asymétrique du cou, réflexe de Moreau. Là aussi, il y a RTL en flexion et en extension. Et il va y avoir le réflexe tonique symétrique du cou. Et puis comme réflexe de vie, on va avoir le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Donc là, ça fait 5. 4 archaïques et un réflexe de vie. Donc, vous voyez un petit peu partout, on est à peu près à 5 au niveau de la main, au niveau des pieds, au niveau du cou. À peu près, ça fait 5, à peu près 5 partout. Dans le dos, voilà, etc. Donc, il y a quand même une zone qu'il va falloir regarder. C'est ce qu'on appelle, et il y a un stage où on va aborder ce sujet qui est très intéressant, qui est les réflexes dits faciaux. Alors, ce n'est pas lié au fascia, c'est lié à la face. Réflexe du visage. Voilà. Et les réflexes faciaux, il y en a énormément. Et c'est là qu'on voit cette fameuse densité. On parlait de ces propriocepteurs sous-occipitaux. La densité est énorme, c'est 50 au centimètre carré, alors que dans le reste du corps, enfin, selon les endroits, ça va être 3, 4, 10, alors qu'on est à 50 là, en sous-occipital. Mais au niveau du visage, on va avoir facilement compté 20, 30 réflexes au niveau du visage. Et c'est dire l'importance du visage pour les humains, l'importance du visage dans la construction du bébé, que ce soit au niveau cognitif, émotionnel, postural. Et donc là, on va avoir plein de réflexes. Alors ça surprend, je dis comment il y a autant de réflexes au niveau du visage. Alors il y a déjà tous les réflexes au niveau des yeux. Au niveau des yeux, il y a pas mal de réflexes. Il va y avoir des réflexes au niveau, alors sans doute là où il y en a le plus, c'est au niveau donc de la bouche, de la succion, de la déglutition, de la mastication, de la régurgitation, réflexe trituration, réflexe fouissement, je n'ai pas dit. Il va y avoir plein de réflexes donc, au niveau de la bouche. Il va y avoir des réflexes comme l'éternuement. Il va y avoir des réflexes liés à la respiration, au nez. Il va y avoir des réflexes liés à l'expression faciale. On ne peut pas s'empêcher. Quand on mange quelque chose qui est dégoûtant, on va avoir un réflexe de faire la face du dégoût. Et quand on est en colère, on ne pourra pas s'empêcher d'avoir la tête en colère, etc. C'est réflexif. Je ne peux pas être en colère et montrer le visage de la sérénité. Et donc, ça nous indique cette zone particulièrement importante du visage pour nous, et donc de devoir développer des procédures particulières au niveau du visage. Donc, pour moi, largement, et je suis prêt à entendre autrement si on me dit autrement, mais
la zone du visage, c'est la zone où il y a le plus de densité, la plus grande densité, non pas en propriocepteur dans mon parallèle, mais c'est pour faire le parallèle en réflexe. Donc ça veut dire que la nature nous a dotés d'énormément de grands échafaudages pour construire tout ce qui est au niveau du visage. Et donc il va y avoir beaucoup de choses ici qui passent, encore une fois, le système visuel, le système oral, le système respiratoire, le système d'expression émotionnelle. Il y a aussi un certain nombre de réflexes qui sont liés à l'écoute, bien entendu, hein, je ne l'ai pas dit, qui sont très importants, de tourner la tête vers un bruit, de coordonner les yeux et les oreilles. Tout ça, c'est réflexe. Je ne peux pas ne pas le faire. S'il y a un bruit d'un côté, je vais automatiquement tourner la tête. C'est quasiment impossible de ne pas le faire. Pour aller quoi? Pour aller voir la chose. Donc c'est ce qu'on appelle la connexion oreille, audition, vision. C'est réflexe. Et donc il y a aussi toutes les coordinations, main, œil, main, bouche, qui en font partie. Donc on appelle tout ça les réflexes faciaux. Alors évidemment, il y a un travail monumental à faire. Il y a plein d'experts dans le domaine de la réintégration orofaciale. C'est quelque chose qui nous passionne beaucoup. Et malheureusement, les enfants aujourd'hui souffrent énormément à ce niveau-là. Oui, c'est sûr que les enfants qu'on voit dans nos cabinets, il y a des réflexes au niveau du cou qui ne sont pas intégrés, le Moro, le RTAC, etc. Il y a des réflexes au niveau des pieds, des mains, les Babinski, les agrippements, au niveau du dos, le spinal de Galland, de machin. Oui, on voit tout ça. Mais au niveau du visage, c'est une hécatombe. Il semblerait, les différents experts, que ce soit les experts au niveau de la dentisterie, les experts dans plein de domaines, disent que les statistiques sont accablantes de ce qui est en train de se passer au niveau du visage et des réflexes du visage, des problèmes de déglutition, des problèmes de vision, des problèmes d'expression faciale, des problèmes de mâchoire, des problèmes de respiration, comme si génétiquement, tout d'un coup, tout se mettait à partir en vrille. Et on le constate dans nos cabinets. Et malheureusement, il y a très peu de détection qui est faite à ce niveau-là. Et surtout, c'est ça le pire, il y a très peu de solutions qui sont proposées. Souvent, on arrive avec des solutions extrêmes de arracher les dents, de chercher à réparer les mâchoires, de mettre des appareillages, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire dans certains cas, mais je dis qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, et nous on le voit puisqu'on travaille aussi avec des experts de ce niveau-là, des dentistes, des médecins, etc. Donc, des optométristes pour la vue. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans tout ce domaine, dans tous ces domaines-là. Et c'est absolument majeur, c'est une piste qu'on développe de plus en plus et puis qui existe déjà. Hein. Dans un stage qui s'appelle la kinésphère, on étudie les réflexes faciaux, donc les réflexes du visage, et on va pas pouvoir les observer les uns après les autres. Bah, disons que dans l'absolu, on pourrait apprendre à observer, à évaluer chacun des réflexes du visage au niveau du système visuel, au niveau de la bouche, au niveau de la langue, au niveau de la respiration, au niveau audition, etc. Ça existe, ou ça pourrait exister, parce que tout n'existe pas encore, mais certaines choses existent. Mais ça sous-entendrait que, d'abord, ça sous-entendrait une sorte de bilan qui serait assez long et complexe. Ça nécessiterait beaucoup de connaissances de la part des professionnels, hein, des connaissances au niveau du système visuel, comment ça marche, au niveau du système auditif, au niveau du système oro-myofacial. Ben, bien sûr, c'est passionnant de se pencher sur tout ça et d'apprendre un minimum sur tout ça, du système postural, expressivité émotionnelle, etc. Tout ça est absolument passionnant et on doit étudier un minimum de tout ça, la respiration et tout. Mais aussi, ça impliquerait donc un bilan relativement long, beaucoup d'observations à effectuer, et ensuite, vous imaginez, dire voilà, il y a 40 réflexes au niveau du visage, alors maintenant on va faire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, ce serait très long et très complexe. Alors peut-être que ce sera une voie d'avenir, hein, ce sera quelque chose qui soit souhaitable, explorer les réflexes visuels, les réflexes auditifs, les réflexes respiratoires, les réflexes d'expressivité émotionnelle, etc. etc. Peut-être qu'on ira vers des choses comme ça, pour proposer à des gens qui ont des besoins très spécifiques des remodelages, des intégrations très spécifiques. Donc qui sait, peut-être qu'on y arrivera. Ouais, est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas, hein. Franchement là, je ne sais pas, ça m'intéresse, c'est quelque chose que j'aimerais explorer, mais
Il y a tellement, tellement, tellement à faire à ce niveau-là. Eh bien, nous, ce qu'on propose, en suivant ceci, Svetlana Mazgutova, hein, qui est pionnière dans le domaine, c'est un travail d'intégration globale. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que les réflexes du visage, yeux, respiration, orofacial, etc., ils fonctionnent en synergie les uns avec les autres. Et comment on peut savoir ça? En fait, la science les neurosciences nous disent quand on regarde le visage de quelqu'un en une fraction de seconde, hein, bien moins qu'une seule seconde, on va évaluer tout un tas de paramètres, mais des choses qui sont complètement inconscientes et réflexes. Par exemple, on sait, en étudiant précisément la direction du regard avec des appareillages très précis, qu'on va essentiellement regarder le côté gauche des visages des gens. On va plus scruter le côté gauche du visage des gens, parce que le côté gauche du visage des gens est connecté au cerveau droit, qui est plus expressif. Et il y a plus d'expressivité émotionnelle sur le côté gauche du visage. On ne le sait pas, on le fait inconsciemment, mais on regarde plutôt là. Quand on regarde une photo de quelqu'un ou quoi, on va plutôt regarder la partie gauche du visage de la personne, parce que ça nous donne plus d'informations. Par exemple, on va réagir très fortement quand, par exemple, je me rappelle d'une expérience où on montre, donc si ce sont des hommes, on montre une photo d'une jolie femme, mais c'est la même photo, identique, sauf que, on ne le sait pas tant qu'on ne s'en rend pas compte, sur une des deux photos, on a légèrement dilaté la pupille. Donc la pupille, si on ne le sait pas, on ne le voit pas, elle est légèrement dilatée sur une des deux photos de la même personne, juste ça a été fait informatiquement. Et on demande comme ça, on montre les deux photos, on dit laquelle vous préférez. Et quasi systématiquement, hein, dans un large pourcentage supérieur à 70-80% des cas, les gens vont choisir la photo où les yeux sont plus dilatés. Ça indique plus d'ouverture, en général de réception au niveau sexualité, etc. On est plus dans la sensualité, dans l'intimité. C'est ça que ça veut dire. On va dilater la pupille. Ça veut dire qu'on se sent en sécurité. Alors que quand il y a du stress, du parasympathique, eh bien, on va plutôt contracter la pupille. Donc on va plutôt aller vers la personne. Donc si c'est les femmes, on montre de la même photo d'homme, mais dans un cas, la pupille plus dilatée. Et puis on choisir l'homme qui a la pupille plus dilatée, qui montre plus de confiance, de détente, d'assurance. Voilà. Donc ça là, mais on ne sait pas. C'est complètement réflexe, instinctif, inconscient. On est très sensible à l'état de dilatation de la pupille. On va regarder aussi les narines des gens, comment ils respirent. Ça nous donne une idée de fréquence respiratoire de la personne. Est-ce qu'elle est sous stress ou quoi? On va regarder tout un tas de choses dont on est absolument inconscient et qu'il nous a fallu des années en tant que bébé pour assimiler tout ça un petit peu à notre insu. Et c'est absolument passionnant. Et en fait, il y a comme ça on pourrait dire peut-être des dizaines, j'en sais rien moi, peut-être des centaines d'indicateurs au niveau du visage, entre les yeux, les narines, les lèvres, tous les muscles du visage, les pommettes, le front, les plissements du front, entre les sourcils, etc., qui nous donnent des indications faciales très précises. C'est pourquoi c'est très difficile aujourd'hui de faire des robots qui expriment clairement les émotions, parce qu'il y a des dizaines de muscles qui doivent fonctionner ensemble pour créer des sortes de métaschèmes. Quand on isole un muscle tout seul, ça ne veut rien dire, mais ce muscle plus ce muscle plus ce muscle crée une expression faciale très précise. Mais c'est d'une complexité énorme. Donc nous, on va appréhender ça dans la globalité, on va proposer une intégration tactile globale. Voilà. Plutôt que, bien sûr, on va observer quelques réflexes du visage, on va surtout discuter avec les personnes, faire des liens, et on proposera éventuellement une intégration globale des réflexes faciaux. Donc on ne va pas séparer le visuel de l'auditif, du nez, de l'émotionnel. On va faire une procédure complète d'intégration des réflexes du visage qui s'apparente à... C'est pas vraiment un massage. La personne est allongée et on va faire ce qu'on appelle plutôt des stimulations tactiles. C'est pas un massage, on va aller travailler tel et tel petit endroit où il y a un nerf qui passe, tel petit endroit où il y a une suture crânienne, tel petit endroit parce qu'il y a tel muscle spécifique. Donc ça va être une intégration tactile globale du visage. C'est assez long, hein. La procédure en tout dure entre 1 heure et 1 heure et demie, selon le nombre de répétitions qu'on fait de chaque
techniques. On va travailler les oreilles, on va travailler autour des yeux et des muscles des yeux, on va travailler autour de la respiration, on va travailler autour de la bouche, etc. Et évidemment, on forme beaucoup de professionnels qui vont avoir des compétences plus adaptées que nous, comme des kinésithérapeutes qui font de la rééducation spécifique de la mâchoire, ou des orthophonistes, ou des ostéopathes, etc., qui vont pouvoir, en complément de ce qu'ils font, utiliser ce qui leur semble le plus utile pour intégrer les réflexes tactilement chez les gens. Donc voilà, je voulais partir de cette idée de densité qui nous donne certainement une notion d'importance. Si la densité des muscles occipitaux est si grande, c'est dire l'importance de ces tout petits muscles, et c'est dire aussi à quel point ils souffrent dans notre mode de vie moderne avec les écrans, où ces muscles sont en souffrance permanente parce qu'on a la tête fléchie vers nos écrans en permanence, et ces muscles dysfonctionnent, ce qui entraîne des dysfonctionnements posturaux dans l'ensemble de l'organisme. Eh bien, aujourd'hui, on constate que chez les enfants, il y a une énorme déficience, on pourrait dire déficit au niveau des réflexes du visage, et il se trouve que c'est là où il y a le plus de densité de réflexes au visage, et ça veut dire que ça nous impacte énormément. Donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc voilà, si ceux qui n'ont pas fait le stage qui s'appelle la kinésphère, c'est un bon point de départ pour faire ça. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi. Et, merci beaucoup, et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de podcast En balade avec Paul.